Mais je vais vous demander un dernier petit effort. Donc, je dois dire que le plan était de vous envoyer dès hier soir, dès hier, la journée hier, le document que vous avez entre les mains, mais il y avait un problème de liste email qui n'était pas disponible, et donc je crois que les inscriptions ont été assez tardives et ça n'a pas été possible. Alors d'habitude, c'est l'exercice que je fais avec nos étudiants à la faculté ou bien à l'institut régulièrement, c'est leur donner une idée sur les composantes d'un projet, de la soumission d'un projet, et leur demander autour de leur thématique de travail ce qu'ils peuvent imaginer comme projet. C'est très simple, donc on donne ça un petit peu à l'avance. Bon, aujourd'hui vous l'avez entre les mains, donc je vais vous en parler un petit peu avant de reprendre quelques généralités que j'avais commencé ce matin. Donc vous avez devant vous un exercice dans une spécialité donnée. Je ne vous demande pas de comprendre tous les détails de cette spécialité, il ne faut pas enfermer, le cheminement. Ce qui vous est demandé, c'est de comprendre le cheminement. C'est-à-dire comment on présente la question posée, comme je l'ai dit ce matin, et je vais revenir, tout est basé sur l'hypothèse de travail. La recherche qui est financée est basée sur l'hypothèse de travail. Vous devez convaincre les gens qui vont vous donner de l'argent que cette hypothèse de travail, est quelque chose d'intéressant, deux, qu'elle peut être réalisée avec les moyens et l'environnement où vous travaillez, et trois, bien sûr, comme je l'ai dit ce matin, c'est qu'elle corresponde un petit peu à l'objectif du bailleur de fonds, parce que vous allez avoir une fondation en rhumatologie sans problème, c'est de résoudre les problèmes des malades atteints de maladies rhumatismales. Donc ça, c'est les trois choses que vous devez toujours garder en tête. Ensuite, nous avons ces étapes. Nous avons l'hypothèse. Dans les projets internationaux, souvent, on vous demande d'écrire en 3-4 lignes de façon très synthétique. C'est quoi votre idée? Et c'est quoi votre hypothèse de travail? Elle peut être très large. Alors. Elle peut être clinique, elle peut être fondamentale, elle peut être tout ce que vous voulez. Alors, je vous donne des exemples simples, mais qui ont été financés. Par exemple, en réanimation, au milieu de réa, une question que peut se poser un réanimateur, peut-être qu'il y en a parmi nous ici dans l'assistance, c'est par rapport aux critères hémodynamiques. Quelle est la meilleure position où il doit mettre son malade en réanimation? Est-ce que le décubitus latéral gauche est mieux que le décubitus latéral droit? Ça peut être une question. Alors, l'intéressant, c'est de randomiser votre essai, de dire pourquoi vous venez de faire ceci, cela, quelle méthodologie pour analyser vos critères hémodynamiques vous allez utiliser et quelle serait l'importance du résultat obtenu éventuel. Je vous donne un exemple alors, qui vaut ce qu'il vaut. Une autre hypothèse peut-être, et je discutais hier avec Aziz dans la voiture en venant, un de nos meilleurs papiers, je crois que c'est il y a 2 ans, comme ça a été un papier dans l'Ancet. Un papier tunisien, pas le mien, un papier tunisien. Ça a été un papier dans l'Ancet. Et la question posée était, dans l'envenimation scorpionique, est-ce que donner un antisérum antiscorpionique améliore l'état hémodynamique d'un malade qui est en réa? Ils n'ont pris que les gens qui sont en environnement de réa, donc des formes sévères, graves de l'envenimation scorpionique. Ils ont bâti tout un programme, un protocole de recherche où ils ont randomisé leurs malades, où ils ont fait des groupes, une analyse statistique, etc. pour conclure, est-ce que ça vaut le coup de donner un antisérum antiscorpionique à un malade qui est déjà en réa, donc pour qui les paramètres hémodynamiques sont déjà altérés de façon très sérieuse. Voilà le genre de choses qu'on peut faire en ligne. Ce ne sont pas les seuls exemples, il y a plein d'exemples. Donc, c'est cette idée, c'est l'idée du travail qui est importante. Et le dernier exemple que je vous dis, c'est ça. Donc, il va être résumé en 2 mots. Est-ce qu'on a intérêt, autrement dit, on peut le formuler comme on veut, ça c'est le chercheur qui formule, à donner des antisérums antiscorpioniques chez un malade piqué par un scorpion et qui est déjà en milieu de réa. C'est ça l'idée. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Et ça va faire gagner beaucoup d'argent, à la limite, si on n'a pas besoin de donner, puisqu'il est déjà en milieu de réanimation. Et ça a été le cas dans ce papier. Il a été clairement démontré qu'une fois en milieu de réa, donner d'antiscorpionique ne fait pas changer l'évolution clinique des malades. Donc je crois que la question qu'on pose est très importante. Et dans le document que je vous donne, par rapport à mon travail à moi, on s'était posé une question sur l'intérêt d'une sous-population de lymphocytes, une nouvelle sous-population de lymphocytes qui s'appelle innate lymphoid cells, peu importe pour vous, et quel est son rôle. L'immunité innée, c'est la première étape des réponses immunes,
Est-ce que ces cellules qui sont nouvelles, relativement nouvellement identifiées, vont être importantes dans la phase aiguë de l'infection par Mycobacterium tuberculosis? On sait que l'immunité innée fait le lit de l'immunité spécifique, c'est elle qui permet d'aider à déclencher l'immunité spécifique. Donc notre question, c'est est-ce que ces lymphocytes sont importants pour l'infection aiguë par M. tuberculosis et l'évolution ou pas vers une maladie dans un modèle expérimental, dans un modèle de souris. C'est l'idée. Donc, vous devez savoir énoncer l'hypothèse sur laquelle vous voulez travailler. Ça, c'est très important. Vous devez apprendre à énoncer avec un minimum de mots une hypothèse de travail. Je vous dis, le NIH, il demande 3 à 4 lignes. C'est tout, c'est une synthèse, c'est une petite capsule dans laquelle vous limitez votre sujet et l'idée de votre travail. Mais ce n'est pas la seule. Donc, la seule composante qui est importante dans l'obtention d'un projet. Donc, l'hypothèse et pourquoi c'est important sont liés. Hein. L'hypothèse et la significance sont liés. Alors, mon hypothèse de travail, si je trouve le résultat tel, ça va avoir telle conséquence. Et c'est ce que cherche le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds veut faire quelque chose qui soit utile, qui fasse avancer les choses, qui améliore les connaissances quand on fait du très fondamental, ou bien qui fait améliorer les pratiques quand on fait du médical comme nous et des applications de la recherche. Donc ça, vous devez apprendre à l'écrire, hypothèse de façon courte, et l'importance du sujet en quelques phrases. Et là, je vous ai donné un exemple par rapport au sujet dont je vous ai parlé. Ce que l'on doit toujours faire ressortir dans un programme de recherche qu'on soumet pour financement, c'est encore une fois l'innovation. En quoi vous allez apporter un plus par rapport à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait, aux connaissances actuelles. Et là, c'est très important. C'est ce qui vous permet, d'être convaincu déjà par ce que vous faites. Et c'est ce qui va convaincre le reviewer, la personne qui est en train de lire votre document et en train de dire est-ce qu'il mérite d'être financé ou pas, de prendre sa décision. Donc ça, ce sont des étapes auxquelles il faut bien réfléchir et qui sont le déclenchement de tout programme et de toute proposition de recherche. Donc aujourd'hui, on va avoir du mal peut-être à faire un exercice, mais s'il y a parmi vous quelqu'un qui est très courageux, hein, avec un atio le prix, c'est Aziz, voilà. S'il y a quelqu'un de courageux qui, autour de son travail, autour des thématiques sur lesquelles il est en train de travailler, en clinique, ou en biologie, et qui a une idée là, on peut se donner une petite demi-heure pour la discuter et voir comment on peut la rédiger. Et c'était à l'origine, c'était l'idée de faire cet atelier, c'est de discuter quelques exemples. Chaque table nous aurait donné un exemple. Mais s'il y a parmi vous quelqu'un qui se sent capable, moi je ne vais obliger personne aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas fait comme il se doit, mais réfléchissez autour de votre travail, comment vous pouvez formuler ces différentes étapes. Donc l'hypothèse, l'importance du sujet, c'est les choses qui vont être fondamentales et ce que l'on apporte de nouveau, et il faut les formuler, les écrire, les rédiger, comme dans l'exemple qui vous est soumis actuellement. Alors, avoir une idée, savoir où est-ce qu'on va, c'est ce qui est important. Mais la méthodologie est tout aussi importante, parce que jamais un bailleur de fonds ne va vous donner de l'argent si vous ne faites pas preuve que les outils que vous allez utiliser pour confirmer ou infirmer votre hypothèse de travail sont disponibles et sont validés et que vous les maîtrisiez. Donc la méthodologie est très importante. Et cette méthodologie doit être détaillée. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas de survoler « je vais faire ça par telle technique ». Non, non, non. Il faut expliquer la technique que vous allez utiliser, ce que vous attendez de cette technique. Les techniques alternatives, si vous risquez d'avoir un problème avec cette technique, tout cela doit être détaillé. Donc l'approche est très très importante. Comment vous allez faire les choses? Et c'est dans une des pages que vous avez devant vous pour le sujet que je vous ai donné. Autre donnée importante, et je l'ai dit ce matin, et souvent elle est demandée parce que c'est la preuve que vous êtes en train de travailler sur un sujet qui est porteur, c'est qu'est-ce que vous avez comme résultat préliminaire? Publié ou pas publié? Ce n'est pas important. L'important, c'est que vous arriviez à convaincre le reviewer que vous avez des éléments déjà disponibles qui peuvent aider à avancer rapidement et efficacement dans votre sujet de travail, dans votre projet. Donc ça, c'est important. Et tout cela doit vous amener à énoncer de façon claire, et ça aussi c'est dans le document par rapport au sujet que je vous ai donné, les objectifs du projet.
Vous avez une idée? Vous savez qu'elle peut amener quelque chose, ou vous démontrez qu'elle pourrait amener quelque chose aux connaissances ou bien à la pratique médicale. Vous savez qu'elle est innovante, donc elle apporte donc non seulement quelque chose, mais un plus par rapport à ce qui est connu. Vous avez une idée sur comment aborder ce problème, l'approche générale, comment vous allez le faire. Et donc là, vous devez pouvoir énoncer des objectifs. Et généralement, vous avez un objectif général qui est repris dans l'hypothèse de façon presque systématique, mais vous devez avoir des objectifs spécifiques. Alors comment ces objectifs... Oui? Il y a quelqu'un qui fait un signe? Alors comment ces objectifs spécifiques doivent être énoncés? Ça, c'est une clé aussi dans la réussite d'un projet. Il faut que vous soyez capable d'énoncer les aims, qu'on dit en anglais, les aims, les objectifs, l'esprit du projet et ses objectifs. Et là aussi, par rapport... Oui? Si je peux me permettre, si on peut s'arrêter sur cette notion d'objectif général et d'objectif spécifique. Parce que souvent, quand je parle avec les étudiants, c'est vrai que la nuance entre les deux, entre l'objectif général et les objectifs spécifiques, elle est parfois... subtile. Oui. Moi, je pense que l'objectif général, ça va être, dans l'exercice que je vous ai donné, par exemple, est-ce que l'objectif général, est-ce que les ILC, ces lymphocytes, cette sous-population particulière de lymphocytes, peu importe pour vous le nom, peut être utile pour les premières phases de l'infection par MTB en termes d'immunité? C'est ça l'objectif général. Maintenant, comment on va décortiquer cet objectif général en sous-objectifs, en objectifs spécifiques? Eh bien, l'objectif le premier, ça va être, je peux vous le lire si vous me donnez un des documents, je les ai mis ici, ça va être dans un modèle expérimental, oui, merci. Si vous allez à la question, donc il y a la question, le background, qu'est-ce qu'on sait sur ces cellules et pourquoi ça peut être important de travailler dessus. Et puis, on vous dit... L'hypothèse, donc ça c'est l'objectif général, et vous avez AIMS 1 et AIMS 2. Donc si je vous lis l'objectif général pour les ILC, c'est de comprendre l'importance des différentes sous-populations d'ILC dans le contrôle de la phase aiguë de l'infection par MTB, par Mycobacterium tuberculosis. Ça c'est l'objectif général. Comment on l'a sous-classé? En deux sujets, AIM 1 et AIM 2, qui sont les objectifs spécifiques, si vous voulez, ou sous-objectifs. On va, quantifier le nombre et le ratio de sous-population d'ILC chez les souris naïves, c'est-à-dire non infectées, en le comparant aux souris infectées par MTB. Donc, on prend une population de souris qu'on n'infecte pas, et ce qui sont nos contrôles, et une population de souris qu'on va infecter. Et on va voir, est-ce qu'il y a des différences dans le nombre des sous-populations ILC, témoins de leur rôle potentiel éventuel. Si elles sont augmentées, c'est qu'elles vont jouer un rôle, par exemple. Ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, on va investiguer si l'interféron gamma, qui est une cytokine protectrice en général contre l'infection MTB, est produite par un type particulier d'ILC, par une de ces sous-populations de lymphocytes, et qu'elle les protège contre l'infection aiguë par MTB. Vous voyez comment on est parti d'un sujet global, d'un objectif général, et on l'a subdivisé en deux objectifs spécifiques qui se rapprochent plus de l'expérience que nous allons faire, ou bien de la méthodologie, ou bien de l'objectif précis, étape par étape. Et les deux aims, c'est l'objectif de notre travail. Je ne sais pas si j'ai été assez clair entre objectif général et les objectifs spécifiques. Donc l'objectif général est souvent énoncé avec l'idée du travail, avec l'hypothèse du travail. Les objectifs spécifiques, c'est les étapes de nos expériences. C'est dans le modèle animal sur lequel nous sommes en train de travailler en ce cas-là. Et bien sûr, on peut faire la même chose avec n'importe quelle question, dans n'importe quelle pathologie, dans n'importe quelle recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. D'accord? Donc ça, ce sont les choses importantes. Donc tout cela doit être bien exposé. Alors il faut toujours être économe. Alors science, en termes de mots, l'important en science, ce n'est pas d'en rallonger, d'en mettre des tonnes. Non. Plus on est circoncis, plus on est précis dans les phrases, dans les mots qu'on met et qu'on aligne l'un à côté de l'autre, mieux c'est pour le reviewer. Un reviewer, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui est plongé dans sa recherche, dans sa médecine, dans tout ce que vous voulez, et qui va avoir un temps donné pour analyser votre
votre projet. Alors, il ne va pas passer 3 jours là-dessus. Il va avoir 1 heure de temps, voilà 1h30 de temps pour reviewer, analyser et donner une conclusion au bailleur de fonds qui le lui a demandé. Et donc, le temps est très important. Et donc, moins on en met, mais tout en étant précis et tout en répondant aux critères voulus par le bailleur de fonds, parce que ça dépend des mécanismes de grant, etc., et mieux c'est. Mais mieux c'est. Donc, il ne s'agit pas d'être bavard, il s'agit d'être précis, de compter chaque mot qu'on met. Hein? Absolument. Et c'est tout l'exercice en sciences. Quand vous voyez les grands papiers, en 1 ou 2 phrases, vous avez l'essence du travail. Très souvent, maintenant, les articles, on vous demande l'abstract classique avec les 200 mots, mais on vous demande aussi un message. On vous dit, atteignez le message que vous voulez sortir à partir de votre publication. Et c'est ça qui circule le plus. Les gens, à partir du message, ils se disent, ça vaut le coup d'être lu. Voilà, je le jette à la poubelle, ça ne m'intéresse pas. Et bien, les reviewers, c'est la même chose. C'est le même système. C'est quelqu'un à qui on demande un effort en un temps réduit et il doit trouver dans votre document les informations rapidement, clairement. Il ne va pas passer sa vie à essayer de comprendre ce que vous voulez faire. Ça, il ne le fera pas. Hein? Donc, je crois que ça, c'est très, très important. Il faut être concis, il faut être bref et économe en termes d'écriture. Alors, ce qu'on va vous demander, bien sûr, ensuite, c'est, comme je le disais tout à l'heure, je l'anticipais, c'est les détails expérimentaux. Comment vous allez faire? Quel est votre protocole? Comment vous allez faire tout cela? Et dans la pratique, souvent, nous savons comment on procède, mais on ne sait pas parfois l'exprimer comme il se doit. Et donc, dans la partie méthodologie, il faut que ça coule de source. Le reviewer doit trouver votre méthodologie étape par étape, sans effort de sa part pour aller comprendre pourquoi vous avez sauté ceci, pourquoi vous n'avez pas parlé de cela, ou etc. Donc, c'est très important de le convaincre à ce niveau. Donc, il faut, par exemple, bien décrire votre cohorte. Et nous avons souvent affaire à des malades. Donc, c'est très important de bien décrire la cohorte, ou bien dans les modèles animaux, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va subdiviser les groupes par rapport à notre hypothèse de travail? Qu'est-ce qu'on attend de cette subdivision, etc. Tout cela doit être énoncé d'une façon très, très claire. Si vous devez, dans les cohortes, analyser vos données par des outils statistiques, il faut que le pouvoir statistique de votre cohorte, bien sûr, soit bien clarifié et démontré. Si la méthodologie décrite est déjà publiée et connue, etc., ce n'est pas la peine de la détailler. Il suffit juste de se référer aux documents sources, au papier princeps. Donc, toutes ces méthodes vont vous donner donc des détails, surtout pensez toujours aux références, parce que lui, s'il a un doute, et s'il veut faire l'effort, il peut maintenant, avec Internet, en 2 minutes, vérifier les choses, et donc vos références ne doivent pas être trop nombreuses, mais elles doivent être aussi très, très, très pertinentes par rapport à votre méthodologie proposée. Bien sûr, les outils statistiques que vous allez utiliser, etc. Donc, ensuite, ça ne suffit pas, parce que vous devez lui démontrer aussi que vous avez la capacité d'aller interpréter ces données. Et donc, vous allez potentiellement générer des données, mais il va falloir les analyser sur le plan statistique, mais vous devez aussi démontrer que leur interprétation est plausible, est facile, et accessible en tout cas, est possible. Donc, tout cela dépend un petit peu des résultats escomptés, bien entendu. Ce n'est pas évident de toujours le décrire de façon précise, comment on va interpréter les résultats, mais au moins il faut qu'il y ait une ébauche assez claire par rapport à tout cela. Donc il faut surtout lui dire, voilà les trouvailles les plus intéressantes auxquelles on s'attend, et comment on va les analyser et les interpréter par rapport aux données qu'on est supposé générer par le projet et par la méthodologie qu'on propose. Et comme je le disais tout à fait ce matin, vous savez que c'est très important de dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut ne pas aller, parce que ces reviewers, vous savez, c'est des gens compétents, généralement quand il s'agit de grants où il y a un financement conséquent, c'est généralement on choisit les donneurs les bailleurs de fonds choisissent des reviewers de qualité, bien sûr, et donc ils savent qu'est-ce qui est attendu par votre méthodologie, etc. Et donc il faut être très clair. Quand on sait qu'il peut y avoir des difficultés, il faut les énoncer. Et surtout,
préparer un plan B, dire voilà, si ceci ne marche pas comme ça reste possible, nous allons faire en alternative telle ou telle approche. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent par souci de convaincre, mais c'est mieux de convaincre en disant que je connais les difficultés, je les connais, je sais anticiper les problèmes possibles et j'offre une proposition pour les résoudre. Ça, c'est mieux. Ensuite, bien sûr, il y a, et ça aussi, ça dépend des projets, c'est plus ou moins compliqué. C'est dans le temps, comment vous allez l'échéancier, comment vous allez répartir votre effort, comment vous allez combiner les différentes étapes de projet pour être successful, pour réussir votre projet. Et ça, c'est quelque chose que nous négligeons souvent, que nous ne savons pas bien faire. Et ça, il faut l'éviter, parce que j'insiste encore une fois, ces reviewers vivent dans leur vie quotidienne ces choses-là, et ils savent comment ça se passe, le temps qui est imparti. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dépendant des mécanismes choisis de projets de recherche, il y a certains programmes de recherche où on va vous demander des work packages. Par exemple, tout ce qui est programme européen, on va vous demander de subdiviser votre travail en work package, en petits blocs de travail, si vous voulez. On va vous demander d'avoir un leader pour chaque work package qui va être responsable de ce work package, mais il faut bien articuler ces work packages l'un avec l'autre. Et on va vous demander un échéancier et des milestones, des moments ou des choses que vous attendez, des pierres angulaires dans votre projet, et bien sûr des délivrables. On va vous dire à l'instant T, à 6 mois de travail, quels vont être les délivrables, quels sont les résultats que vous serez possible de me proposer. Donc ça dépend des mécanismes de financement. Il y en a qui le demandent, il n'y en a pas, mais d'autres pas, mais généralement c'est demandé quand il s'agit de financement d'importance. Donc tout cela dépend de votre sujet de travail. C'est pourquoi je vous ai dit, chacun dans son domaine doit s'adapter, mais en gardant la même méthodologie dans la rédaction d'un projet, parce que c'est à peu près toujours la même chose. Ce qui varie, c'est la façon de le dire, ni plus ni moins. Et ça dépend des mécanismes et des bailleurs de fonds. Là aussi, c'est quelque chose que j'avais commencé à en parler ce matin, c'est que vraiment, dans ce genre de projet, il faut toujours qu'il y ait un PI, un investigateur principal. Ça veut dire quelqu'un qui va coiffer et qui va être responsable vis-à-vis du bailleur de fonds de tous les résultats et de tout ce qui est délivrable. Et cette personne, en général, c'est des gens, on leur demande d'avoir un CV quand même conséquent. Ça ne veut pas dire que tous les mécanismes de financement, qu'ils soient européens ou américains ou autres, les fondations demandent toujours qu'on ait un PI très expérimenté avec un H-index à 40. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des financements qui sont donnés et octroyés à des jeunes. Quand l'idée est géniale, quand l'idée est exceptionnelle, les bailleurs de fonds prennent des risques et ils ont des mécanismes pour cela. Ils savent jauger et dire, voilà, ça c'est trop risqué. C'est comme une étude de risque. Hein. Il y a des choses qui sont très risquées, mais qui méritent d'être financées parce qu'elles peuvent ouvrir des portes énormes. Et il y a des mécanismes, même pour un junior, quand l'idée est exceptionnelle, d'avoir du financement. Et ça, donc, c'est très important. C'est ouvert à tous, en réalité. Mais, généralement, dans les gros projets, vous devez avoir un PI qui est expérimenté. Donc, dans la frange la plus courante de projets. Et donc, le PI doit savoir se présenter lui-même. Et d'ailleurs, PI ou pas jeune, nous devons apprendre à écrire nos CV. Alors, il y a des séminaires et des formations dans des pays autour de la rédaction du CV. Il faut qu'on apprenne à comment se présenter soi-même. Et on est défaillant souvent. On ne sait pas nous présenter, on ne sait pas mettre en valeur notre travail souvent. Donc, ça, c'est un critère important. Alors, le reviewer, il est en tout cas ce qu'on lui demande, le bailleur de fonds, c'est de le guider dans le choix. Où mettre l'argent? L'argent est toujours limité et il doit faire des priorités. Et donc le reviewer, c'est lui qui est responsable de cela. Et les bailleurs de fonds, parce qu'ils payent maintenant les reviewers très souvent, ils font très attention aux reviewers qu'ils choisissent. Maintenant, il y a tout un système qui est installé maintenant dans beaucoup d'organismes internationaux et c'est là où beaucoup de choses se jouent. Je pourrais dire un mot de l'importance de faire du lobbying, etc., mais ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Donc, le reviewer va voir qui vous êtes. Et ce qui lui dit qui vous êtes, ce sont généralement et presque exclusivement vos publications.
Et donc, votre place dans ces publications, comme je le disais tout à l'heure, une des difficultés que nous avons, c'est quelle est la contribution réelle des gens aux travaux. Et ça, c'est ce qu'il cherche, lui, à démontrer. Il va voir votre position en correspondant, il va voir si ce que vous avez publié colle avec ce que vous demandez comme programme de recherche à financer. Il doit absolument veiller à cela. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition ? D'ailleurs, généralement, dans ces projets, je ne sais pas si je le dis un peu plus loin, il ne faut pas être trop ambitieux. Alors, il ne faut pas proposer des projets où on veut tout faire. Alors, les gens n'aiment pas ça. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est une question straightforward, une question claire et nette et une méthodologie claire et nette. Personne à lui seul ne va résoudre un problème donné, il faut le recherche. La recherche, c'est un ensemble de petits travaux qui ensemble permettent, qui mahit, كل واحد يجيب un petit quelque chose. C'est comme ça absolument. Et donc, ce qu'ils se demandent, les bailleurs de fonds, c'est une garantie que vous pouvez répondre à une question pertinente. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous en mettiez des tonnes. Vous en mettez des tonnes, déjà, ils vont dire ce gars, il n'est pas sérieux. Je vous assure, moi j'ai vu des commentaires de reviewers au retour, de la Commission européenne, de la NIH plusieurs fois, et on vous dit, mais non, mais le gars, il est ambitieux, this is too much ambitious. And c'est, hatta $500 000 ou $1 million, vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. L'autre chose, c'est ne jamais promettre des choses qu'on ne peut pas faire. Jamais. Jamais. Ils vont le sentir et ils savent. Alors, ne croyez pas que c'est un monde, tout petit monde, hein, et les gens savent ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc, ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas faire. Et si il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il faut se faire aider, mais le prouver dans le document qu'on soumet, qu'il y a des gens disponibles pour faire avec nous cette partie-là. Et bien sûr qu'ils aient leur place dans le programme de recherche soumis avec, donc souvent ce qu'on vous demande, c'est des letters of intent, donc c'est des lettres d'intention de collaborer sur un projet, sur un aspect particulier. Et ça compte. En particulier dans les programmes américains, c'est important. Ensuite, l'autre aspect auquel on ne fait pas suffisamment attention, c'est les aspects éthiques, et surtout en recherche médicale. Je vous assure que moi j'ai plein de collègues, on parlait ce matin de l'importance des thèses et comment les transformer en papier. Eh bien, beaucoup de thèses ne peuvent pas être transformées en papier parce qu'il n'y a aucune éthique dans ce qui est fait. Aucune éthique. On prend des prélèvements, on prend des familles entières, on prélève, on des résultats, et puis on ne leur demande ni leur consentement, on demande aucune autorisation à l'ARB, au Review Board, au comité d'éthique de l'institution où se fait le travail ou d'autres à l'échelle nationale. On fait des choses non éthiques, malheureusement. Et beaucoup de nos travaux de thèse ne sont pas publiables. Je vous assure, actuellement, nous avons un comité de thèse à la fac où une des idées, c'était d'aider à ce que les thésards publient leurs travaux. Et on a été analyser finement un petit peu tout ce qui est proposé en termes de thèse sur l'année écoulée. Eh bien, la moitié des travaux qui méritent d'être publiés ne sont pas publiables parce qu'on n'a pas tenu compte du tout de l'éthique. Et on ne peut plus le faire rétrospectivement. Avant, il y avait quelques comités d'éthique qui trichaient, tout ce que vous voulez. C'est impossible parce qu'ils vous demandent la référence de l'ARB avec la date, avec la signature. C'est impossible. Donc, ce à quoi je vous invite tous, c'est de réfléchir dans tous vos travaux de recherche à considérer la partie éthique. Là, on ne pourra plus s'en passer. Alors, je vous dis plus que ça. Et c'est quelque chose, la discussion ce matin a été très longue, mais je ne pouvais pas dire un certain nombre de choses. Mais n'oubliez pas que nous arrive un autre problème. Alors, il faut toujours anticiper, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est les données personnelles. C'est la protection des données personnelles qui est en train de devenir un réel souci. L'ADN de quelqu'un, où il séquence l'ADN, où il trouve un gène de susceptibilité au cancer du sein, quand tu as un gène, une mutation, en fait, tu dois informer le malade. Alors, quand le malade ne sait pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, et ça, les Européens, et c'est en train de devenir bien sûr international, sont en train d'essayer d'arrêter tout cela par des obligations en termes de protection des données de recherche. Aucune institution, si elle n'adhère pas à la nouvelle réglementation européenne, ne pourra demander de l'argent à la Commission européenne dorénavant. Donc ça, c'est quelque chose, oui. Justement, à ce titre, dire que maintenant on a la
Inch'Allah. Voilà. Ouais. Maintenant, quand on lance un projet comme l'a dit le professeur de Bouche, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Parce qu'il faut d'abord l'avis du comité d'éthique. Cet avis sert à déposer à la CNDP, la Commission nationale de protection des données personnelles. Et ensuite, si c'est une étude interventionnelle, et quand on dit interventionnelle, une simple prise de sang, c'est de l'intervention. Absolument, tout. Parce que nous, en fait, une prise de sang qui, normalement, dont le patient n'a pas besoin, c'est de l'interventionnel. Après, il faut l'autorisation du ministère. Et c'est vrai, pourquoi je dis ça, et je peux garder ce que je vais faire. Bien sûr. C'est que finalement, ça prend du temps. Donc il faut anticiper. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Alors, on ne va plus avoir le choix. Si on veut publier, si on veut être visible, on n'a plus le choix. Il faut suivre les règles. Ce sont des standards internationaux. Alors, on ne peut pas y échapper. On ne pourra plus y échapper, à moins qu'on publie chez nous la gazette de tout. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de monter le niveau de la qualité de nos publications et on va être obligé de dealer, de traiter avec ces problèmes qui sont en train de nous arriver et auxquels on n'est pas assez armé, je dois le dire. L'année dernière, la thématique de la journée recherche était autour de l'éthique très bien. Et de la protection des données à caractère personnel. Absolument. Derrière, il y a non seulement la protection des données, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'autorisation, mais au niveau de la CNDP, on vous demande également est-ce que vos données, vous allez les transférer à l'étranger. C'est un gros problème que nous avons aussi, et encore plus les échantillons, surtout quand il s'agit de... L'ADN, c'est une donnée personnelle, c'est considéré comme une donnée personnelle. Même les informations épidémiologiques qui souvent remplissent nos têtes, c'est des données personnelles. Quand tu as l'âge, ou tu as le sexe, c'est déjà une donnée personnelle considérée dans les textes comme une donnée personnelle. Donc on ne peut plus échapper à tout cela. Donc il faut vraiment s'armer et travailler sur ça parce que ce sont les problèmes auxquels nous allons être confrontés très très bientôt dans toutes nos soumissions, que ce soit de projets de recherche ou de publication. Alors il y a la partie esthétique, elle n'est pas négligeable. Alors ne négligez pas la façon dont vous présentez votre document. Il y a des choses simples et importantes à considérer. Souvent, comme je l'ai dit, le revieweur n'a pas beaucoup de temps. Il faut que ça soit agréable. Votre document doit être agréable, il doit être facile à lire. Les paragraphes doivent être clairs et nets. Les subdivisions dans les paragraphes doivent être claires et nettes. La police que vous utilisez, par exemple, le NIH exige qu'on travaille avec Arial 11. Parce que pour eux et pour beaucoup d'experts, Arial 11, c'est ce qu'il y a de mieux pour que quelqu'un lise agréablement un document. C'est peut-être vrai, peut-être les Chinois diront autre chose. En tout cas, les Américains, c'est ce qu'ils font. Ils vous disent article Arial 11, faites le document en Arial 11. Donc, la façon dont le reviewer va lire et la facilité avec laquelle il va lire, ça va vous aider. Et beaucoup dépend de cela, malheureusement. On est sujet à beaucoup de subjectivité parfois, mais il faut essayer de faire de son mieux pour que cette subjectivité soit la moindre possible. Donc, l'utilisation de souligner, ou l'italique, ou la body, il ne faut pas en faire trop. Et quand on a un paragraphe en gras, ou un paragraphe en souligné, ce n'est pas intéressant. Si vraiment vous allez avoir un mot à faire ressortir, voilà, 3-4 mots à faire ressortir, n'en mettez pas trop. Faites-le, mais avec parcimonie, pas avec excès. Et donc, voilà. Essayez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler toujours, pas on va faire. We will do. This will be done. On va faire de cette manière. Être positif. Montrer qu'on est capable de faire, on sait comment faire. Donc la façon, les verbes qu'on utilise et le participe, je sais pas, moi, le français, est très intéressant. La façon dont vous le dites est importante. Il faut mettre le moins de mots possible. Hein. Il faut y aller en mettant peu de mots, aussi peu que possible, tout en gardant l'esprit de votre message à chaque fois, bien entendu. Il faut que si vous utilisez pour vos données préliminaires des figures, des tables, elles sont très importantes. Ils raffolent de cela. Ils veulent des choses qui leur rappellent les publications. Si vous avez des résultats préliminaires, présentez-les avec des tables, avec des tableaux. Mais il faut que ces tables et ces tableaux aient une légende claire, qu'ils soient agréables à lire. Un tableau, pas un petit marat, tu trouves les gens faire un exposé avec un tableau. Mais donc il faut vraiment
mettre les choses de façon claire, de façon lisible, de façon qu'elles soient agréables à lire et faciles à comprendre, bien entendu, pas avec une loupe. Et donc, vous n'avez pas besoin, encore une fois, ça je l'ai déjà dit, de mettre tous les détails ou de montrer tout, montrer ce qui est important pour la question posée. Ce n'est pas la peine de mettre tout votre historique dans les données préliminaires, tout ce que vous avez pu faire autour du sujet de près et de loin. Ne mettez que les données qui sont utiles pour bâtir dessus pour le projet actuel que vous êtes en train de proposer. Donc il faut que ça soit bien dosé. Il ne faut pas en mettre trop, il faut mettre juste ce qu'il faut, qui va aider le reviewer à être convaincu que finalement votre idée, vous avez déjà des données qui sont peut-être en faveur. Mais il faut que ça soit très clairement dit et de façon, comme je l'ai dit, lisible, de façon simple. Alors, l'autre aspect, et ça dépend beaucoup des mécanismes et des grandes. Par exemple, quand il s'agit de fondation, de la recherche, généralement c'est plus simple. Il n'y a pas vraiment un lobbying atroce. Voilà. Quand ils veulent favoriser quelqu'un, ils le font. Ils ne sont pas tenus par un pouvoir public qui va faire attention à l'argent. Voilà. Donc, bon, ça, je dirais qu'on peut vraiment rédiger à l'aise le document comme il est demandé et puis on va voir ensuite ce qui se passe. Par contre, lorsqu'il s'agit de gros projets européens ou bien de gros projets du NIH, là c'est très important de connaître les gens. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des responsables des programmes, qu'ils soient européens, qu'ils soient au NIH, et ils doivent vous connaître. Ils doivent connaître en tout cas le principal investigator et ce qu'il fait, etc. Donc c'est très très important d'avoir des contacts, ça joue beaucoup. Des contacts pour identifier vos collaborateurs, mais des contacts aussi au niveau des responsables des programmes. Et l'autre chose, il faut que vous connaissiez aussi le type de processus de reviewing qui se fait. Parce que ça, c'est important. Par exemple, quand vous soumettez un programme au NIH, vous avez des rubriques. Et dans chaque rubrique, on connaît en gros les reviewers qui sont. Il y a des rosters, c'est public, alors ils ne cachent rien. Ils ne vont pas vous dire qui a reviewé votre projet, mais les reviewers dans la rubrique Moujoudine. Et bien sûr, lorsque vous connaissez des gens parmi ces reviewers et que vous pouvez discuter avec eux, que vous pouvez préparer le terrain, ce n'est pas interdit. Pour eux, ce n'est pas choquant. L'important, c'est que votre message par la suite soit clair. Et il n'y a pas un seul reviewer. Là. Dans les bons projets, il n'y a jamais un seul reviewer. Il y a plusieurs. Ils vont vous donner un score. Alors, et fonction du score, ça c'est valable pour l'Europe et pour les États-Unis, fonction de score, on va mettre la barre plus ou moins haut, fonction du financement qui est disponible, et on vous donne toutes ces données. Là. Et ça, c'est le plus important d'ailleurs. Croyez-moi, il ne faut jamais hésiter à soumettre des projets, hatta si les chances sont minimes. Vous avez un retour, et quelqu'un ce matin l'a dit, quand on envoie une publication, même si elle ne passe pas, c'est vous, elle revient avec des avis de reviewers qui sont compétents, qui vous disent « mais tu dois l'approuver par telle méthode ». Et ça, c'est un plus énorme. On le néglige, on n'ose pas, mais il faut oser. Je ne dis pas qu'il faut écrire n'importe quoi, mais il faut écrire des choses raisonnables, mais comptez aussi sur le feedback, même s'il est négatif, même si vous n'êtes pas passé, mais vous allez apprendre. Et à chaque fois, on sait pourquoi on n'est pas passé. En gros, on le sait. Et il faut savoir le reconnaître parfois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Marajen est le directeur général du NIH, qui était un Américain, bien sûr, mais d'origine algérienne. C'est Elias Zarhouni. Et il est venu nous dire quelque chose qui m'a vraiment toujours marqué. J'ai dans la salle, a soumis un projet auprès du NIH. Vous savez, le NIH, c'est la structure la plus ouverte. Et je vous le dis, c'est pas, on peut penser ce que l'on veut des Américains, mais science, ils sont extrêmement ouverts. Ce qu'ils financent, c'est les idées. Mais tu leur démontres que tu peux le faire. Mais démontre-leur que tu es capable de le faire. Et donc, il nous avait posé une question. Dans la salle, on était peut-être une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Combien parmi vous ont soumis de programmes NIH? Bon, il y a un certain nombre de collègues parmi nous qui ont soulevé la main. Combien ont eu le financement NIH? Il y en avait, je crois qu'il y avait une quinzaine ou une vingtaine. Bref, le rapport était 1 pour 5. En collaboration, en collaboration. Eh bien, sa réponse a été, la moyenne du NIH, c'est 1 sur 5. Maintenant, vous devez soumettre, et resoumettre, et resoumettre, et resoumettre, tout en améliorant à chaque fois, tout en apprenant à chaque fois.
Et donc, c'est tout le secret, c'est l'effort. Alors bien sûr, ce ne sont pas des projets faciles, mais je vous assure que ça va être les seuls mécanismes pour financer la recherche. France, vous savez, l'INSERM, il ne finance plus la recherche. L'INSERM, il paye les chercheurs. Point à la ligne. Vous vous débrouillez, il y a l'agence nationale, l'ANR, l'agence nationale pour la recherche, c'est elle qui lance les appels d'offres, allez ramener votre argent. Lui, il paye ses chercheurs et il les évalue. C'est son rôle, il ne va pas payer quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. En tout cas, c'est comme ça et c'est la norme. Donc, il ne finance plus la recherche. C'est à vous d'aller ramener votre argent. Déjà, ils vous payent. Les Américains, ils ne payent pas. Allez, les Américains, ils se tuent pour avoir des grants. Quand tu n'as plus de grants, tu n'as plus de salaire. En tout cas, une grande partie de ton salaire. Même quand tu es médecin, une grande partie des salaires, c'est sur les grants. C'est Yemchi, il arrache son salaire. Et c'est pourquoi la compétition est rude et féroce et importante. Donc ça, ce sont des choses qui sont fondamentales. On n'a pas encore cette tradition, on n'a pas assez en tout cas, quelques-uns s'y mettent, mais là où nos chances sont égales aux chances des autres. Sauf qu'on ne sait pas insister, on ne sait pas taper, on ne sait pas refaire. Avec c'est l'effort qui, après tout, on peut vivre sans. Et quand on peut vivre sans, on ne fait pas l'effort. Donc, et les Français vont évoluer comme les Américains. Alors, ne vous trompez pas. Il n'y aura plus d'argent. Nos pays ne peuvent plus se permettre les coûts de la recherche. Nos budgets nationaux ne permettent plus de couvrir les vrais coûts d'une recherche efficace, utile, innovante. Alors, on n'a plus ces moyens. Donc, c'est aux chercheurs d'aller faire son travail et de ramener de l'argent. Voilà, je pense que c'était le plus important que je voulais dire. Et donc, ça... J'en arrive à l'exercice. Désolé que les choses ne se soient pas passées. Combien j'ai encore de temps, Aziz? 20 minutes? Ben. Alors, est-ce que parmi vous, vous avez eu le temps de consulter un petit peu, voilà, pas vraiment, hein, la proposition? Est-ce que quelqu'un, par rapport à son travail, pourrait énoncer avec nous, mais si on ne fait pas la même partie pour tous, le temps ne veut pas le permettre, est-ce que quelqu'un parmi vous peut énoncer une hypothèse de travail qu'il a en tête et qui veut qu'on rédige ensemble? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut énoncer les trois idées et ensemble choisir une et on travaille? On va travailler sur une, probablement, on n'aura pas plus de temps. Oui? Alors, on va commencer. Qui a été... Hein? On commence par l'idée en 3-4 lignes. Ah, là, si on avait le temps, je vous aurais demandé de l'écrire, mais à la râle, l'addiction à la cigarette coûte très cher au ministère de la Santé. Et on a remarqué que les gens qui fument, au cours du mois de Ramadan, ils arrêtent simplement cette cigarette sans aucun effet secondaire. C'est d'accord. C'est d'accord. Donc, comment vous formulerez votre hypothèse de travail? Qu'est-ce que vous allez essayer de sortir comme information? Essayer de sortir, c'est-à-dire comment on peut utiliser la méthode du jeûne, c'est-à-dire la CIL, pour guérir ce c'est moins cher pour l'État. Bien, ça c'est une idée. Une autre? Oui? C'est par rapport au cancer du sein. Alors, brièvement, en plus des facteurs classiques connus qui sont fortement imprimés dans le cancer du sein, actuellement on parle de polluants organiques persistants qui sont fortement incriminés dans la genèse du cancer du sein. Donc, à quel point ces facteurs génèrent le cancer du sein? Comment vous allez formuler cela? En 2-3 lignes, voilà. Évaluer l'incrimination dans votre hypothèse. C'est pas le TAO, c'est l'hypothèse de travail. Donc, est-ce que... Les polluants organiques persistants sont incriminés dans le cancer du sein? Il n'y a pas de données dans la littérature. Moi, je ne connais pas ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas? Vous pensez? En Espagne, mais bon, ça reste aussi hypothétique. Très bien. Il y a beaucoup de mains, oui. Est-ce que le traitement court de la méningite, un jour, est applicable dans notre contexte? Ah, excellent. Ah, c'est excellent. On peut en discuter, oui. Est-ce que le dépistage systématique par colonoscopie
Impeccable. Voilà beaucoup de questions intéressantes. Mais il va falloir... Oui. Oui. Ah, une dernière, voilà, une avant-dernière. Hein? On va choisir. On va choisir pour l'intérêt de tous. Alors, pas parce qu'elles sont toutes aussi bonnes, les questions. Ouais. Vous me dites. Les gènes RAS interviennent dans la thérapie ciblée du cancer colorectal. C'est-à-dire des polymorphismes de... Des polymorphismes. Oui. Oui. Dans la thérapie ciblée dans le cancer colorectal. Et ça, c'est nouveau. Personne n'a travaillé là-dessus. D'accord? Oui. Est-ce que l'utilisation abusée des smartphones peut favoriser le développement du cancer du cerveau? Du cerveau. Oui. Ouais, toutes ces questions sont valables. Oui. J'ai un peu une suggestion parce que ça me tient à cœur. Est-ce qu'on peut poser comme hypothèse de travail, par exemple, une question par rapport à une problématique scientifique, mais qui est très bien investiguée dans les autres pays du monde, et rajouter, par exemple... Par rapport à notre pays. Oui. Non, vous avez raison. Moi, je vous dis ça parce que souvent on me dit, moi j'ai déjà eu la réflexion, mais tout a été fait. Est-ce qu'on peut dire que tant qu'il n'y a pas une série marocaine bien faite, d'accord, et très souvent quand on fait après la littérature, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par voir en Afrique. Est-ce qu'il y a Afrique en général, Afrique du Nord? Généralement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des séries d'Afrique du Sud. Afrique du Nord, on va trouver peut-être. Et parfois, on ne trouve pas du tout. Est-ce que ça peut être pertinent? Ça peut être pertinent si votre... Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr, ça peut être discuté. Si votre population a une caractéristique particulière qui fait qu'on peut s'attendre à un résultat différent de ce qui se passe ailleurs. Hein, je m'explique. Moi, je travaille sur des maladies génétiques du système immunitaire. On a pu faire passer de bons projets dans nos populations alors que les choses étaient à peu près connues ailleurs parce que notre population est particulièrement consanguine. Il y a beaucoup de consanguinité et ça fait émerger des maladies autosomiques récessives que les autres ne voient pas. Et ça, vous trouvez du financement parce que vous apportez la preuve que votre population est particulière par rapport à ce point précis. Donc ça dépend du bailleur de fonds, ça dépend des appels d'offres, etc. Oui. S'il vous plaît, mes chers amis, on doit choisir parce qu'il nous reste que 10 minutes et on va discuter tout le projet. Hein. Oui. Dans la population marocaine, et parfois ils nous font le reproche de dire que votre étude qui va être faite n'est pas représentatif du Maroc. Donc du coup, il nous détermine chez un échantillon. Pour revenir sur la remarque C'est possible, c'est possible. Ouais, ça peut. Absolument. Je suis d'accord, mais On est obligé de suivre l'atelier qui nous reste. Donc ça, c'est... Oui, allez-y, madame. L'objet est différent maintenant. Là, je suis d'accord, il l'a mis en majuscule et sera sous Madame Derby. Et je pense que vous allez y arriver puisque vous allez traiter de la méthodologie une fois qu'on va choisir. Absolument. C'est que souvent, le problème soulevé par Madame Derby, c'est que c'est une fois qu'on a lancé le travail et qu'on va arriver à l'exploitation statistique, qu'on s'aperçoit qu'au départ, on n'a pas fait une bonne étude statistique pour déterminer la taille de l'échantillon. Absolument. C'est pour ça que quand j'ai vu déjà ce matin, et maintenant que vous avez mis en majuscule statistique, les statistiques, c'est pas à la fin. Je m'arrête là-dessus. Ouais, il faut s'y préparer, il faut savoir les outils qu'on peut utiliser et quelles sont la taille des échantillons qu'on veut faire, leur distribution, si on a des caractéristiques ethniques particulières, de l'hétérogénéité, etc. Tout cela doit être anticipé. Et c'est pourquoi je vous dis, alors on fait un programme, vous devez convaincre de l'intérêt. Et pour convaincre, il faut des données palpables. Ça veut dire voilà que nous avons fait cela et nous avons pu démontrer ceci. Donc la question, on est tous d'accord. Ce qu'on vous demande, c'est de formuler de façon simple. Et dans l'exemple que je vous ai donné, donc, do innate lymphoid cells play a role in acute phase? On peut choisir ça ou bien on choisit un. Ah, je vais y arriver. Pour moi, j'ai fait un choix, je triche peut-être, c'est la question que tu as posée. Qui, sur le plan, voilà, on va te faire travailler. Sur le plan méthodologique, peut être très intéressante par rapport à comment procéder. Toutes les autres, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Moi, je ne connais pas tous les sujets que vous avez soulevés, mais ce sujet me paraît intéressant parce qu'on peut bâtir autour de la cohorte. Comment vous allez travailler? Donc, la question, elle est claire. Est-ce que le traitement court de la méningite peut être utile
dans notre population. C'est ça la question, d'être applicable. Comment vous allez vous y prendre? Donc l'innovation, le background, on le connaît, la méningite pose des problèmes, le traitement on peut retrouver à l'èche, le traitement court a des avantages dans la littérature, etc. Donc il y a un background à bien décrire, à bien détailler de façon très précise. Et je ne vais pas insister. Donc on a mis un background très assez rapide. Quel donc va être l'objectif? Donc l'objectif général lié à l'hypothèse de travail, c'est de... Comment tu vas formuler l'objectif? On va réfléchir ensemble, on va devenir un objectif, mais aussi, vous avez compris la question, et donc on va essayer... Mais il faut un objectif palpable. De prouver que c'est faisable, et que ça va nous... Donc démontrer la faisabilité... La faisabilité et l'efficacité de cette approche dans la population. C'est l'objectif général lié à l'hypothèse. Comment vous allez le subdiviser? Quelles vont être les étapes que vous allez faire pour pouvoir arriver à votre objectif général? Donc les objectifs spécifiques. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un essai randomisé, vous allez traiter certains par un traitement classique et d'autres par un traitement court, vous allez le faire dans une région retirée du pays, vous allez le faire dans des CHU pour pouvoir... Dans une région très protégée, les malades sont surveillés pour le pas. Bien sûr, ceci, je dois donner la preuve que ça a été traité, ça va donner un bon résultat. Oui. Parce que c'est très dangereux de Bien sûr. randomiser dans mon service surveillé cohorte petite. Au départ, bien surveillé. Je vais commencer par... Il y a un autre avis peut-être? Oui, d'abord, il faut que, déjà avant ça, je traite les malades et je vois à J15 par exemple les paramètres biologiques, cliniques. Est-ce que vraiment à J15 j'ai des résultats biologiques et cliniques assez comparables entre... Quelle est la durée de ce traitement court dont tu parles? Alors, qui est de 1 jour. 1 jour. Qui est de 5 jours. En général, c'est entre 7 et 10 jours. Mais l'Afrique subsaharienne, c'est une injection de triaction pour méningite. Et on a terminé le Méningite purulente. Ouais. Quel que soit... D'accord, une autre... Ah, l'éthique, on va y arriver. Il va y avoir un volet éthique important. On va y arriver. Belle étape. Donc, les objectifs spécifiques, c'est dans une structure hospitalière tertiaire, sous contrôle, etc., vérifier l'efficacité de quel type de protocole? 1 jour, 5 jours, ou 15 jours? Comment vous allez faire votre cohorte? Alors, nous avons un minimum de 7 jours. Et aux autres germes, on donne 10 jours. Mais même aussi. Alors, si on arrive à faire des protocoles de 4 jours, il y a des protocoles de 1 jour qui sont publiés, qui sont bons. À visée thérapeutique ou À visée thérapeutique, mais non. Méningite, c'est dans la publication qui est la méningite à méningo qui ne sert marqué des traitements plus. Un traitement de plus 4 jours. Je vais lui donner 4 jours, mais je vais le garder 7 jours. Au problème, on a 7 jours pour le garder. On va les paramètres. Voilà. J'aimerais qu'on apprenne ensemble à subdiviser l'objectif en sous-objectifs. Donc, ça va être la surveillance en milieu hospitalier de cohortes que vous allez définir. Je ne suis pas spécialiste, hyper spécialiste là-dedans. Vous allez définir, voilà, absolument. Le deuxième objectif, je vous ai entendu tout à l'heure. Ouais. Si, par exemple, il y a des publications internationales qui ont montré l'efficacité... Mais ça, c'est utilisé ailleurs, c'est ça ce que vous... Arna, tout ce qu'on veut voir, c'est si, dans notre environnement, c'est possible. Au niveau d'instruction des parents, on peut faire une étude randomisée au 4 mois, puisque je veux... Là, c'est pas 4 mois. Ce qui est discuté, c'est la durée du traitement. Est-ce qu'on va à 5 jours, 7 jours ou à 15 jours? Je ne peux pas mettre les autres, c'est-à-dire les autres patients qui sont naturellement traités par des protocoles de 7 jours. Ouais. Donc vous allez... juste voir les résultats du protocole que je veux. Absolument, mais vous allez voir, une des questions qui se pose, est-ce qu'on s'arrête à 5 jours? Mais je ne suis pas en surveillant jusqu'à 7. Voilà. 4 jours de traitement versus 7 jours. Pour le méningocoque, on définit bien c'est le méningo, 4 versus 7, et surveillance hospitalière 7 jours. Parce que tu t'attends à une différence entre 4 et 7 jours. Est-ce que les gens ont fait cela avant? Non. Oui, je m'attends à ce que c'est bien, qu'il n'y aura aucun problème, qu'au 7e jour, il va sortir de la même façon, et par la suite, je vais lui
suivre un mois pour voir le problème oreille, auditive, tout ça. Et quoi, ben, ça, c'est donc l'aspect clinique, l'évolution clinique, etc. Est-ce qu'on peut imaginer comme second objectif spécifique les paramètres biologiques qui vont vous rassurer sur ce que vous faites, hein? Donc, tu saurais proposer une surveillance biologique très claire pour dire que ça, c'est... Et microbiologie. Tu peux ajouter un objectif secondaire concernant le coût, par exemple, la réduction du coût de la prise en charge. Il ne faut pas trop de questions. Je vous l'ai dit, ça dépend bien sûr des mécanismes de programmes de recherche, mais quand il s'agit de petits projets, ce n'est pas un petit projet, c'est un projet qui est intéressant. Parce qu'il va résoudre un problème, il va faire améliorer le coût, etc. Mais il ne faut pas mettre trop de questions. Je comprends votre souci, on pourrait rajouter une composante économique, mais à mon avis, là, il faut rester sur l'évolution clinique et l'efficacité. On a formulé l'hypothèse, on veut vérifier si c'est faisable, la faisabilité dans une structure tertiaire, et si ça peut être successful, ça peut être efficace, faisable et efficace. Suivre immédiat, mais les complications. De toute façon, je ne peux pas le libérer. Il faut une surveillance, il l'a dit je crois, jusqu'à 7 jours en milieu hospitalier, on bat, tu surveilles, voilà, en veillant à vérifier les complications potentielles. Bon, ça, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ça qui est important. Le reviewer, il va voir si votre protocole est cohérent et ne comporte pas de risque à ces malades. Et avant lui, il y a le comité d'éthique qui va déjà se prononcer, bien sûr. Et le comité d'éthique, bien sûr, c'est que le patient ne risque rien dans votre protocole. Donc ça, c'est des questions qui peuvent... Le coût économique. Mais l'hypothèse, quand on l'a énoncée, on n'a pas tenu compte du coût. On a... Ça, c'est une évidence. Sur ce plan-là, c'est une évidence. Je ne veux pas m'éloigner de mon hypothèse de travail. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'hypothèse qu'on a énoncée. Si on va dans l'économique, il faut l'avoir énoncée. La faisabilité, l'efficacité et les retombées. Ce qui complique les choses. Mon sentiment, je ne connais pas à fond le sujet, mais mon sentiment, il faut rester focalisé. Question de recherche, c'est bien aussi de justifier sa pertinence. Il est, mais avec, c'est dans la significance. On dit comme l'importance de cela. Tu peux broder l'ithab, c'est le retombé, absolument. Tu peux dire ça va avoir comme conséquence un séjour moindre du malade, plus de confort pour lui et pour sa famille, moins de cavets, etc. Vous pouvez broder au niveau de l'importance, de la significance, les retombées de ce projet. À quoi on va s'attendre? Ça devient un objectif en soi. Je trouve que ce qui est n'est pas... Je ne dis pas que ça ne peut pas être un objectif, mais il faut le formuler dans notre hypothèse de travail. Et on est parti sur une hypothèse de travail qui n'incluait pas le volet économique. Au cas où. On peut la reformuler et mettre tout. Mais je vous dis que généralement, les gens n'aiment pas quand c'est un mois, que ce soit un programme multilatéral avec beaucoup de composantes. C'est un autre esprit. Si le ministère de tutelle ou le CHU qui lance cet appel d'offres, c'est pertinent. Ça, c'est pour lui, c'est son objectif. Oui. En fait, dans ma tête, ça sous-entend l'étude dans son objectif général, qui est clair, c'est l'efficacité du protocole court, par exemple pour le traitement de l'allergie. Mais dans ma tête, c'est je vais trouver quand c'est efficace, ça veut dire que je vais switcher, je vais plus refaire. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Ben, on essaie d'avancer. On essaie d'avancer parce que donc les deux objectifs, on vient de les énoncer. Un, c'est la surveillance clinique, donc pour voir s'il y a une amélioration nette et un avantage, autrement dit, à traiter telle durée au lieu de telle durée. Et deux, quels sont les paramètres biologiques, essayer d'identifier les paramètres biologiques qui permettent une surveillance et une assurance de la qualité du soin, qu'elle soit garantie, autrement dit. Il faut les formuler, il faut savoir formuler ça en des termes clairs et simples. Et là, c'est l'effort du chercheur, fonction de ce qu'il a en tête, ce qu'il veut faire. Ben, on en arrive à la méthodologie.
La méthodologie pour le AM1, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas prendre comme malade? Quel est le groupe de patients que tu vas viser? On a un petit peu, ça va être dans un environnement tertiaire, dans des hôpitaux où il y a, théoriquement, on assure une qualité de surveillance, etc. Comment tu vas définir ta cohorte, autrement dit? Tu vas viser quel nombre de patients? Tu vas viser quel type de patient? Est-ce que toutes les méningites purulentes? Est-ce que tu vas mettre une barre? Qu'est-ce que, il faut, là, on rentre dans les détails, on rentre dans la méthodologie fine. Des critères, entre autres, dans ce cas-là, ça va être les critères d'inclusion et surtout imaginer les groupes que tu vas utiliser. Dans le but de dire que c'est une méningite purulente, un méningocoque non compliqué. Donc il te faut une confirmation biologique du méningo. Sinon, tu ne le fais pas rentrer dans ton protocole. Ouais. Un méningocoque non compliqué sur une tranche d'âge particulière et je vais être, pour commencer, je vais être après par exemple de 2 ans à 14 ans. Je ne vais pas prendre les nouveaux-nés, je ne vais pas prendre les petits nourrissons, ils sont difficiles à surveiller. Et donc je vais faire ça comme ça. Et en double aveugle, est-ce qu'on peut la faire, c'est-à-dire encore une fois, je reviens à un point important. Tu vas traiter de façon différente 2 groupes. Un, tu vas le traiter pendant 4 jours. 7 jours et 4 jours. Voilà, 4 jours. OK. Et donc, tu veux faire un essai randomisé aveugle, hein, en aveugle. L'âge, c'est important. On a dit, on va prendre telle tranche d'âge, est-ce qu'il ne faut pas se baser sur des données de la littérature, par exemple? Quel est l'âge habituel de la méningite purulente? Est-ce qu'il est plus grave quand c'est tardif, quand c'est précoce? Je ne connais pas, alors je dis comme ça. Les risques. Et sa question, c'est celle-là. Quel est l'âge optimal pour tes 2 groupes? Parce que tu vas prendre des gens matchés pour l'âge, ça je suppose. Et il faut qu'ils soient matchés pour l'âge. Comparable. La moyenne d'âge, le sexe, tout ça comparable. Sinon, il faut commencer par d'abord choisir des populations et voir les autres études, est-ce qu'ils ont fait une corrélation entre l'âge et la maladie. S'il n'y a pas de corrélation, donc là, on aura le choix de choisir n'importe quel. Là, on n'a pas le choix parce que ça marque le moins de danger, le moins de complications pour l'enfant. Donc, là où on maîtrise bien la surveillance, parce que, une étude, on va dépendre. Pour les populations, c'est-à-dire lorsqu'on travaille sur un sujet, il faut que le nombre d'échantillons dépasse un certain nombre pour que les comparaisons statistiques... Absolument. Alors, quelle est la taille de l'échantillon? Ça, c'est quelque chose... Alors, on ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on est en train de poser cet après-midi. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez à cela. C'est qu'on apprend à essayer de définir l'échantillon. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, il faut aller voir avec des statisticiens et définir les groupes. Oui, mais là, au niveau de la faculté, ici, je suppose qu'il y a suffisamment de collègues. Quel type de modèle statistique il va utiliser pour analyser ces données, pour avoir des conclusions et un pouvoir statistique suffisant pour tirer des conclusions. Donc tout cela, il faut le démontrer dans la méthodologie qu'on propose. Bon, alors toutes les questions qu'on est en train de se poser, on ne va pas les résoudre aujourd'hui, mais je vous dis qu'il faut penser à ça. À chaque fois qu'on se met devant une hypothèse de travail, ce sont les étapes que nous devons déclencher dans notre esprit. Ben, oui. Vous avez soulevé la question du suivi ambulable. La possibilité. Bien sûr que vous pouvez le proposer, bien entendu. Qu'est-ce qu'il va apporter? Quel est son risque? C'est ça ce qu'il faut. Quand c'est possible d'avoir ça, parce que ça évite le mise d'informations par l'enquêteur. Voilà. Donc là, juste il faut que les dispositions concernant la logistique soient prises en considération au départ pour que les traitements soient conditionnés de la même façon. Pour que l'infirmier ou le... placer sur la même forme pendant les jours restants. Ne sache pas qu'il faut un traitement placé. Tout à fait. Ça va être un des risques qu'il va falloir énoncer. Et Ben, en tout cas, pour être un peu bref, je sais que le temps nous presse. Donc ça, c'est la méthodologie par rapport à l'essai que vous êtes en train d'essayer de faire et pour répondre à la question posée. Maintenant, sur le plan biologique, pour la deuxième
Le deuxième objectif spécifique, quelle va être votre méthodologie? Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce qui va être intéressant à suivre? Combien de temps vous allez le suivre? Comment vous allez démontrer que ce suivi va vous apporter une assurance par rapport à la qualité du soin que vous êtes en train de prodiguer à votre malade? C'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers votre proposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan biologique, Tao? Oui? Dans la méthodologie, ce qu'on pourra proposer, à quel niveau on pourra arrêter le protocole? Par exemple, si on fait le protocole un jour versus 4 jours... Ah, bien sûr. Il doit toujours y avoir des critères d'exclusion. Toujours des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, ceux qu'on ne va pas inclure, et des critères de sortie du protocole. Il y a toujours, on doit énoncer les critères de sortie du protocole. Dans quelle situation notre malade, on le sort du... Sortie, c'est la sortie, on sort du protocole proposé. Ça, il faut toujours que ça soit exposé. Hein? Oui, donc... Oui. Qu'est-ce qu'on doit suivre? C'est le suivi classique, reconnu partout dans le monde. C'est-à-dire, vous allez faire des PL pour voir comment évoluent les éléments blancs, vous allez faire des tests inflammatoires pour voir sur le plan général. Je vous pose la question, moi je ne connais pas bien. Hein. Normalement, on le fait bien, c'est cliniquement qui va bien. Oui, mais là, on n'est pas dans la situation. On veut voir si on a un plus à 4 jours. Ouais, là, c'est différent. Là, c'est important. Il faut qu'on ait des paramètres objectifs qui nous permettent d'aider dans la décision. Alors, on va mettre un suivi inflammatoire, le bilan inflammatoire qui donne une bonne valeur prédictive sur l'existence encore de la bactérie. C'est-à-dire on coupe le polynucléaire avec le CRP, d'accord? On peut le faire par exemple à J2 et à J4. Donc ça c'est important. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails, alors ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mais ce que je vous dis c'est réfléchissez à comment imaginer le... Par exemple, est-ce que l'imagerie peut être importante? Encore une fois, on ne va pas résoudre tous les problèmes là, mais c'est ça ce qu'on doit déclencher. C'est une réflexion par rapport à comment cette méthodologie doit être menée. La méthodologie, c'est dans la finalité, il ne faut pas que notre protocole soit plus lourd que normalement. Le protocole, il doit être clair, ah, bien sûr. Là, on ne fait pas de scanner normalement. On ne fait pas de fonctionnaire normalement. Mais pour répondre à la question, est-ce que 4 jours ou 7 jours est mieux? C'est ça, parce qu'on est en train de comparer deux groupes. Est-ce qu'il y a des éléments fins de l'imagerie qui peuvent aider? On le fait pour le besoin de l'étude. Oui, c'est pour l'étude, c'est pour répondre à notre question. Est-ce que 4 jours ou 7 jours, là, la réponse partielle est trouvée dans la littérature qui a été faite. Il faut revenir à ce qui a été fait ailleurs. Ce qui nous intéresse, c'est la faisabilité. Donc, quel peut être l'obstacle à ce que ça réussisse dans une structure tertiaire? On va faire sortir le patient à 4 jours. Et puis, il faut que les parents, sur un certain niveau, qui détectent un peu la fièvre, qui détectent les petites anomalies... Ah, ça, on n'a pas répondu à ça. Mais là, on n'a pas imaginé comment répondre à cette question. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre quel type de parents? Est-ce que tu vas tenir compte du niveau intellectuel, si tu veux, ou la social des parents? Comment tu vas évaluer cela? C'est vrai. D'abord, le projet qui est très important. Voilà qui, à l'étape actuellement, est sur le plan médicamental du facteur culturel. C'est-à-dire, on rentre dans 4 jours versus 7 jours en milieu hospitalier. On doit avoir des groupes comparables. Le nombre que le méthodologiste va nous dire, pas de problème. Mais il faut qu'on ait le même taux de guérison, le même taux de Mais la waqt, pour nous dire que ça ne vaut pas la peine d'aller à plus de 7 jours. Ça, c'est à plus de 4 jours. Ça, c'est le paramètre médical. Puis, il y aura une autre étape intéressante qui va dire que, bon, nous sommes convaincus que 4 jours versus 7 jours, c'est bon. Donc, c'est bien médicalement pour l'hôpital. Il va gagner 3 jours d'hospitalisation. La famille, 3 jours de calvaire. 2 mois. Et donc, la question, est-ce que la famille marocaine, on peut faire confiance à la famille?
pendant les 3 jours. Non, mais là, ça, on ne l'a pas mis dans nos objectifs spécifiques. Je te dis, on ne l'a pas mis. Donc peut-être que la question à poser, Waqtha va changer. C'est donc dans notre hypothèse de travail, ça ne va plus être la faisabilité, Barka, mais c'est est-ce que les 4 jours présentent un avantage dans l'environnement des familles marocaines ou dans l'environnement marocain. Voilà, Waqtha تتبدل شوية la question posée في الأول. Donc علاش راهو ce n'est qu'en discutant qu'on va sortir les points faibles et qu'on va améliorer les questions posées, la stratégie, etc. Bien, on va pas faire ce projet tout de suite cet après-midi, mais je pense que vous avez compris l'essentiel des choses. Alors maintenant, la question finale, et qui est importante, elle doit être en vue, et c'est ça ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport au coût. Dans notre objectif, c'était un modèle murin pour voir si certaines sous-populations de lymphocytes innés est importante pour l'infection aiguë. Donc on a pris des souris qui sont naïves, qui ne sont pas infectées, et d'autres qui sont infectées. On a vu l'évolution des sous-populations lymphocytaires dans leurs poumons. Est-ce qu'il y a un afflux ou pas de cette sous-population qu'on étudie? On a caractérisé ces populations, quelle sous-population précise et bouge et peut refléter donc un effet. Et on a regardé si l'interféron gamma, cytokine protectrice contre l'infection, bougeait chez ces souris, dans le modèle infecté par rapport aux non infectés. Et donc, pourquoi ça serait intéressant? Parce qu'on va démontrer que cette sous-population lymphocytaire particulière et importante joue un rôle donc, dans les phases aiguës de l'infection par Mycobacterium tuberculosis. On a compris que ce sont les lymphocytes qui produisent l'interféron gamma qui sont protecteurs donc, dans la situation expérimentale. Et on va essayer à travers cela, l'objectif final à long terme, c'est que cette sous-population peut être importante en termes de vaccinologie, parce que notre problème avec la tuberculose, c'est que notre vaccin n'est pas suffisamment bon. Il protège contre les formes graves du petit enfant, mais zéro pour ce qui est de la tuberculose de l'adulte. Donc l'arrière-pensée finale, c'est être que cette sous-population et tous ces produits qu'elle va générer peuvent être importants dans les réponses immunes post-challenge. Et ça, c'est important donc, pour la finalité. Alors, est-ce qu'on peut transposer ça par rapport à ce dont on est en train de parler? Et là, on va retrouver un petit peu les choses que vous avez décrites. Donc, ce sont des domaines différents, mais le cheminement et le raisonnement doivent être le même. Donc, qu'est-ce que va apporter ton travail et quelles vont être donc, oui, les retombées? Quelles vont être les retombées? Vous avez posé, au début, on s'est posé un certain nombre de questions, les retombées, l'impact. Finalement, la structure, c'est ça, c'est une seule question de recherche. Voilà. Et à la fin, on retrouve... Absolument. Ça veut dire les retombées, l'importance de ce travail. Ces questions d'impact, de réduire la durée d'hospitalisation, le coût, etc., du traitement, ça se trouve sur... Absolument. C'est ce que vous devez faire ressortir. Vous allez dire, ce travail que je propose va me permettre de répondre à la question 1 et 2 qu'on a décrit dans les AIM et va me permettre, allez, il ne faut pas mettre trop. Donc, ces résultats vont être utiles pour convaincre les pouvoirs publics sur la faisabilité dans notre environnement d'une réduction du traitement dans les méningites purulentes, moyennant un suivi clinique, biologique, imagerie, tout ce que vous voulez. Moi, je dis un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Mais c'est ça l'objectif, c'est de convaincre votre reviewer que vous êtes capable de trouver un résultat, et là, la faisabilité, elle est là, que votre résultat est valide et solide. Donc vous avez un pouvoir statistique suffisant pour tirer les conclusions sans que personne ne critique cela, et que vous avez les outils biologiques pour faire un suivi rapproché qui va vous permettre d'anticiper les problèmes et donc de corriger les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fin de compte, pour convaincre vos pouvoirs publics qu'on peut passer à des protocoles courts dans un environnement donné, on va dire dans les hôpitaux tertiaires, dans des conditions particulières. Je ne vais pas rentrer le facteur culturel parce que j'ai du mal à imaginer comment on peut le quantifier, mais ça peut être fait avec des sociologues, et dire, voilà, notre recommandation, en fait, on sort avec une recommandation qui n'est pas négligeable. Donc tout cela, c'est l'objectif et les retombées du projet, et c'est avec ça que vous allez convaincre, voilà, j'ai fini, c'est avec cela que vous allez convaincre votre reviewer. Donc voilà, j'ai essayé à partir d'un exemple, vous voyez, que ce soit un objectif fondamental.
chercher l'intérêt d'une sous-population lymphocytaire dans l'immunité contre un pathogène donné, que ce soit dans un protocole purement clinique. La méthodologie de la recherche est la même. Alors la question doit être posée de la même manière, avec les mêmes critères. L'intérêt de la chose doit être démontré de la même manière, avec des mots différents, avec des choses différentes, mais l'esprit est le même. La méthodologie, comment on subdivise le projet en actions qu'on va mener, quand on prouve qu'on peut faire ces choses-là. Il ne s'agit pas de faire des choses, d'annoncer des choses qu'on ne peut pas faire, et comment on peut anticiper un résultat qui nous permet d'avancer, d'être innovant, d'apporter un plus, que ce soit à l'échelle internationale en savoir, ou bien à l'échelle de nos populations, dans des situations particulières, c'est la même méthodologie. La recherche, c'est la même méthodologie. C'est une question posée, c'est un cheminement scientifique, le même, quelle que soit la question posée. Et je crois que c'est ça le plus important des messages, c'est avoir une idée, savoir comment la mener, prouver qu'on est capable de le faire, c'est ce qui va faire que votre reviewer va dire au bailleur de fonds, ce projet mérite d'être financé. Parce que ce qu'il vous demande à la fin, je suis reviewer pour beaucoup d'organismes, etc., c'est ce qu'il demande à la fin. Comment vous allez classer votre projet? Vous allez dire, on peut le financer, oublier, on ne peut pas le financer, ou bien on va essayer de l'améliorer d'une manière donnée et en mettant des recommandations et on dit au monsieur, vous revenez la prochaine fois. C'est ce qui se fait là. Et il faut revenir la prochaine fois. Si l'idée est bonne, si on en est convaincu, si on a les moyens de les choses, il faut y aller, revenir. Il y a des échecs alors. Ça passe pas, c'est pas des lettres à la poste. Il y a des échecs, mais il faut jamais, never give up. Jamais. Toujours réessayer. Et c'est le seul moyen de faire de la recherche innovante qui peut avoir un impact. L'exemple qu'on est en train d'écrire, c'est pour nos populations. C'est même pas à l'échelle internationale, c'est pour nos populations. Donc voilà, je crois que j'ai dit les choses au mieux que j'ai pu. Je serai toujours très heureux d'interagir avec vous plus tard s'il y a des questions particulières, c'est des choses. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. La faculté, au nom de la commission recherche, en mon nom propre, remercier nos deux intervenants et nos deux animateurs de ces deux magnifiques ateliers, Madame le professeur Toussaune et Monsieur le professeur Belbouche, qui vraiment, la journée a été très riche, ça a été très dense, mais pourtant ils sont arrivés à nous accrocher encore tout l'après-midi. Donc c'est très intéressant. Je voudrais vraiment les en remercier. J'insiste sur le fait, concernant Madame Toussaune, que vraiment le travail qui a été fait est extraordinaire dans un laps de temps très court. Il y a eu beaucoup de réunions où on lui a imposé beaucoup de choses et elle était toujours partante et c'est ce qui a permis tout ce qu'elle a présenté aujourd'hui avec toutes les conclusions qu'on a pu en tirer. Quant à Monsieur le professeur Madame Belbouche, encore une fois merci. Je sais que vous avez reçu l'invitation tardivement et que vous y avez répondu malgré tout. Donc merci de nous avoir comment dirais-je, accompagnés dans cette journée. Et je pense qu'on devrait prendre, le professeur Bousfera a dit, on devrait prendre rendez-vous et demander à Monsieur Belbouche de revenir dans quelques temps. Mais cette fois-ci avec des choses qu'on va lui donner et ça fait, il faut surtout pas que ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce que nous a appris Madame Toussaune, ce que nous a appris Monsieur Belbouche reste comme ça. Il faut aller maintenant dans l'application. Et merci à vous d'être restés, d'avoir enrichi cette journée. Et puis on finit encore par un petit verre de thé. Merci.